venir être candidat vraiment pour changer les choses, pour faire les choses autrement, si je le résume comme ça, hein. C'est quoi l'offre politique aujourd'hui de M. Toby Vincent? Qu'est-ce qui est fait et que Toby Vincent estime n'est pas fait comme il se devrait? Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi aujourd'hui l'offre de M. Vincent Toby? Nous pensons que sur les questions d'éducation, de jeunesse, de social, de l'enfance, de la femme, il faut certainement revoir les choses. Vous voyez par exemple au niveau de la jeunesse, notre système éducatif a pratiquement 80% de personnes qui font des filières générales. Alors que selon les chiffres qui sont donnés par nos services officiels, environ 87% des jeunes qui ont des formations techniques trouvent de l'emploi ici. Pendant que les 80% qui sont dans les filières générales peinent à trouver du travail et s'occupent à des tâches qui n'étaient pas les tâches pour lesquelles ils sont à l'école. Notre offre voudrait revoir la question de l'éducation pour donner plus de chance à la jeunesse, qu'elle soit plus occupée parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays, qu'elle soit accompagnée et qu'elle contribue au développement. Notre offre politique parle également de la santé, parce que vous, tout le temps, vous-même ici sur vos plateaux, et vous venez d'en parler, il y a des questions de santé qui préoccupent les populations que vous avez ici à Abidjan, mais également dans le monde rural. Et c'est très important. Et parlant également du monde rural, il y a une vie sociale dans le monde rural qui est aujourd'hui problématique. Il y a des villages aujourd'hui où on mange difficilement, où on n'a pas de protéines animales parce qu'il n'y a rien du tout. La vie est chère, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de savon. Et notre offre voudrait se pencher dessus. Notre offre voudrait également soulever la question de l'emploi comme étant une priorité parce que nous avons une jeunesse qui constitue 75,6% de la population ivoirienne avec moins de 35 ans. Enfin, 75,6 personnes à moins de 35 ans. 75,6% de la population ivoirienne est composée de jeunes de moins de 35 ans. Ça. Si nous ne faisons rien pour l'emploi des jeunes, nous préparons une bombe pour ce pays. Et au-delà de ça, nous avons bien sûr des questions économiques sur lesquelles certainement nous reviendrons, et surtout des questions de réformes institutionnelles pour permettre plus de démocratie en Côte d'Ivoire, plus de liberté, et que les institutions atteignent leurs objectifs, ce pourquoi elles ont été mises en place. Voici un peu en résumé notre offre politique. Élisée relance. Ok. Monsieur Toby Vincent, excusez-moi, mais en matière, je veux dire en matière d'offres, avec tout ce que vous avez cité, on a senti beaucoup plus de basique en fait. Parce que quand vous parlez d'éducation, de santé, on veut de façon concrète. Parce que si vous parlez d'éducation, moi je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a eu des réformes qui ont été faites depuis plusieurs années dans ce pays, qui ont porté des fruits. Pour preuve, on a les résultats du CPI qui sont sortis, qui sont passés de pratiquement 50% il y a 5 ans, aujourd'hui à près de 86%. Donc on peut dire qu'il y a des réformes qui ont porté. Même si vous allez sur le secteur secondaire, il y a des jeunes aujourd'hui qui entrent dans les meilleures écoles à l'international. Aujourd'hui, on a depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a environ 50% de jeunes qui ont intégré le polytechnique, ce qui n'avait jamais existé depuis 1980, maintenant on était autour d'une dizaine de personnes. Donc on peut dire qu'il y a eu des réformes, mais de façon concrète, en quoi va consister cette offre-là? Parce que c'est juste vraiment ce que vous avez dit, excusez-moi, mais je trouve que c'est assez basique, Monsieur Toby. Monsieur Élisée, vous avez résumé un peu une partie de notre politique. C'est justement le basique qu'il faut. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas de basique qu'on a encore le choléra ici à Abidjan, parce que Bakri c'est Abidjan. C'est parce qu'il n'y a pas d'éléments basiques, d'encadrement basique. C'est parce qu'il n'y a pas de basique que beaucoup de jeunes qui ont des diplômes universitaires se trouvent à conduire des taxis, à faire des cabines téléphoniques, à avoir des cybercafés. C'est parce qu'il n'y a pas de basique que le citoyen de la rue ne sait même pas quels sont les produits, ces performances économiques dont on parle. Le citoyen de la rue ne le connaît pas. Revenons au basique. Revenons à la base. Revenons aux fruits de la croissance que doivent sentir toutes les populations. C'est ce basique-là que nous appelons mettre une âme dans le béton qui a été coulé. Et c'est ce basique-là qui fait une société, qui fait une communauté. Si vous avez un pays avec des indicateurs économiques très intéressants et qui est félicité par toutes les institutions, et que le citoyen de la rue, celui qui sort de life ici, ne sent rien, n'a pas à manger, ne peut pas se faire soigner, a le choléra, n'a pas d'espoir, n'a pas d'horizon, le basique manque. Donc il faut installer le basique qui est l'âme, qui est l'humain, dans tous les projets que nous avons. Très bien. Herman? J'étais en train de le regarder. Moi, je voudrais savoir, vous savez, on est dans un contexte où plus ou moins des figures comme Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Blé Goudé et Akossi Benjo et même Guillaume Soro sont exclus par des événements juridiques, pour la plupart du processus électoral, ne peut pas candidater. Quelle est votre analyse sur cela? Le président Tidiane Thiam, le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro
le ministre Charles Blé Goudé ne figure pas sur la liste électorale, mais leur parti politique, à cette heure où je parle, n'ont pas encore décidé de ne pas participer aux élections. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il est regrettable que la Côte d'Ivoire soit encore à exercer une vie démocratique avec autant de tensions et autant d'exclusions. Et ce n'est pas souhaitable. Il est important, quand un pays a cette histoire de violence politique, quand chaque année, chaque élection présidentielle, un pays s'effondre, est déchiré, divisé, chaque élection doit être l'opportunité de réfléchir aux décisions que nous prenons. Et il n'est pas bien que M. Tidiane Thiam ne soit pas sur la liste électorale. Il est dangereux que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Il est, je dirais, indécent que Charles Blé Goudé ne soit pas sur la liste électorale. Il est risqué que Seom Guillaume, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ne soit pas sur la liste électorale. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit un pays. Mais une question pour la réponse. Est-ce que vous avez confiance, puisque vous avez annoncé votre candidature, avez-vous confiance au processus électoral tel que mené par la Commission électorale indépendante? Et c'est la troisième raison de notre candidature. C'est justement parce qu'il y a cette situation de tension. Il y a cet horizon obscur sur la voie de la démocratie que nous décidons d'apporter notre expérience à la vie politique. Les partis traditionnels ont toujours fonctionné. Sous le PDCI, au temps de Fauboigny, il y avait des exclusions, il y avait des emprisonnements. Sous l'aide du président Laurent Gbagbo, il y a eu la même chose. Sous Henri Konan Bédié, aujourd'hui sous le président Alassane Ouattara. On a une répétition des pratiques politiques, mais ce sont les présidents qui changent. Il faut peut-être qu'on arrête de confier les rênes de notre pays à des partis qui sont plus préoccupés à pousser leurs agendas personnels de parti plutôt qu'à pousser l'agenda du pays. Et nous voulons maintenant, nous, qui n'avons pas un long itinéraire dans ces partis politiques, nous voulons aujourd'hui tourner la page. Et nous pensons que nous avons les outils pour réconcilier la Côte d'Ivoire, pour remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie, pour que ce pays avance dans la meilleure direction en évitant les exclusions. Est-ce que, comme l'opposition, vous estimez qu'il y a des préalables pour aller aux élections, à l'élection présidentielle, qui doivent être levés avant d'y aller? Est-ce que vous, en tant que candidat aujourd'hui, vous estimez que ces préalables-là doivent être entendus avant d'aller à l'élection présidentielle? Il y a des préalables. Vous savez qu'un grand parti tel que le PDCI-RDA a transmis à des instances internationales des préoccupations en 7 points, dans lesquels il y a quelques points importants qui ne paraissent pas, notamment le parrainage. Aujourd'hui, si nous voulons que la Côte d'Ivoire ne retombe pas, ne ressombre pas, ne se retrouve pas dans tensions qui ne finissent pas, il faut peut-être reconsidérer la question de la liste électorale. Il faut peut-être permettre une ouverture des sections locales et des sections centrales de la commission électorale pour que les partis qui participent à la compétition puissent avoir confiance dans ce processus, en tout cas pour ce processus de 2025. Marius? Monsieur Toby Vincent, vous n'ignorez pas que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous très concrètement de ce que vous entendez faire pour améliorer les conditions de vie des populations au soir du 25 octobre 2025? Vous êtes resté constant avec vous-même, monsieur Marius, depuis ces 10 ans que je vous connais sur la question de la défense des consommateurs. Exactement. Et, la vie chère n'est pas un phénomène isolé. La vie chère est liée aux réformes économiques, nos importations, nos taxations, notre fiscalité, notre industrialisation, l'incitation dans le monde agricole. C'est ça qui crée la vie chère. Si vous n'avez pas de bananes, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas de bananes, mais c'est parce que le circuit de distribution des zones rurales en ville peut-être n'est pas là. Si le riz coûte cher, c'est parce que peut-être des quotas qui sont accordés ou les moyens d'exploitation du riz amènent ce riz à être un peu plus cher. Donc ce sont les réformes institutionnelles, fiscales, économiques, dans notre mode de production qui vont amener à baisser le coût de la vie. Mais ce n'est pas juste une décision de mettre le riz de tel montant à tel montant qui casse l'élan du prix du riz. C'est un ensemble de mesures. Et c'est ce que nous voulons proposer pour que les gens se... Comment vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, vous, Marius, peut-être que vous avez un peu de moyens, mais il y a des Ivoiriens qui ne peuvent plus manger de la loco. Je croule sur le même toit. Pourtant, moi j'ai une plantation et il y a des productions partout. Exactement. Vous connaissez un seul planteur en Côte d'Ivoire qui a 1 hectare d'igname? Non. 1 hectare d'igname, c'est tout petit, hein? Mais ça produit tellement que les villageois ne peuvent même pas les mettre dans des moyens de transport pour qu'ils viennent à Abidjan. Pourtant, l'igname, le manioc, coûte cher. Donc, c'est tout le système de production, de distribution, de commercialisation
qui doit être revue avec d'autres réformes institutionnelles pour que la vie soit moins chère. Il y a également la corruption. Il y a des gens qui peuvent prendre une bâchée de manioc d'un point à un autre, qui vont payer beaucoup de frais ici et là. Donc c'est toutes ces incidences-là qui créent la vie chère. Et en travaillant sur certains aspects, on arrive à réduire le coût de la vie. Très bien. Relance, non? Oui, absolument. Allez-y. C'est vrai que vous le dites, mais au niveau gouvernemental, nous avons déjà les marchés de gros qui sont déjà réalisés par le gouvernement pour rapprocher justement ces produits des populations telles que mises en œuvre par le ministère du Commerce. Pensez-vous que cette initiative est aussi salutaire? Oui, bien sûr, toutes les initiatives, on voit des marchés de gros, on voit des marchés de... On voit des centres de regroupement, c'est ça, hein? Des centres de regroupement. Ça fait partie des initiatives à mettre en œuvre, mais il faut aller au-delà. C'est vrai, c'est visible, c'est festif. On fait de grandes inaugurations avec les marchés qui sont là. Moi, j'ai visité 2 ou 3 de ces centres-là qui sont pratiquement vides. Est-ce que les populations viennent déposer? Est-ce qu'elles sont rémunérées? Je même, moi, je vous parlais de ma plantation à quelques 160 km d'Abidjan. Il y a des populations qui ont produit énormément de tonnage de manioc. Mais jusqu'aujourd'hui, ces populations n'ont pas été payées parce que les entreprises qui ont pris ces populations-là n'ont pas reversé, n'ont pas payé, n'ont rien payé. Avez-vous intégré dans votre programme de gouvernance de ce pays, puisque vous êtes bel et bien candidat à la présidentielle de 2025, avez-vous intégré donc dans votre programme de gouvernement la question centrale de la production rizicole au niveau national? Puisque vous savez bien que, comme tout Ivoirien, que la grande majorité de notre consommation vient de pays très lointains, dont par exemple, y compris le bétail également. Mais c'est un ensemble d'éléments, monsieur Marius. Vous parlez de la question rizicole, vous parlez également de la question même de la production halieutique ou des protéines animales. On produit moins de 30% de ce que nous mangeons en termes de viande, de poisson et tout ça. Et le riz également, souvent ce sont des choix, ce sont des habitudes alimentaires. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui mangeraient du pain fait avec le manioc parce qu'on nous a infusé dans nos gènes de manger le pain tel que les colons nous l'avaient enseigné. Et donc on doit importer. Donc le riz, autant que tous les produits... Panifiable. Pardon? La farine de blé panifiable. C'est le dernier point avant Daouda. Allez-y. Donc il faut changer. La culture ivoirienne a été dévoyée, y compris sur la table. Vous rentrez aujourd'hui dans la table de responsables, peut-être de certains d'entre nous ici, vous voyez des pommes, des raisins, voilà, des prunes. Mais vous ne verrez pas de mangue de goyave, d'avocat, parce que ça ne fait pas beau. Et donc, c'est notre tête. Et on consomme comme ça. On consomme comme ça dans notre vie. Donc, il faut même modifier cette habitude culturelle, cette habitude culinaire qui permettrait de booster notre production locale. Et puis sur la question du riz, vous savez que le riz ivoirien est très bon. Absolument. Aller à Saint-Fra, aller à Boisflé, aller à Issia, aller à Gagnoa. Mais c'est du riz très bien parfumé, très bien. On le préfère au riz qui coûte des milliers de francs le kilo parce qu'il vient de l'étranger. Donc la modification des habitudes alimentaires ira avec aussi des mesures incitatives dans le monde agricole. Très bien. Daouda? Monsieur Vincent Toby Irié, moi tout à l'heure je vous ai entendu dire que c'était indécent de voir que Tidiane Thiam n'est pas sur la liste. Vous avez utilisé beaucoup de qualificatifs pour tout ça. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Est-ce que vous ne pensez pas que, à contrario, il est plutôt indécent quand on a une ambition de ne pas se préparer avant de venir? Et pour vous qui avez été dans le système préfet d'Abidjan, que dit l'article 48 concernant le code de la nationalité? D'accord. On a suffisamment parlé de cet article. Vous avez eu sur votre plateau tous les experts qui sont passés. Et vous êtes le dernier? Non, je ne suis pas expert en matière de nationalité et autres. J'ai exercé les fonctions d'officier d'état civil, mais il y a des aspects précis dans lesquels je ne suis pas expert et je laisse les experts nous éclairer là-dessus. Mais monsieur Daouda Coulibaly, je travaillais un moment à l'international dans un pays en Afrique centrale. Et la justice internationale voulait mettre la main sur quelqu'un qui était accusé de crimes de guerre, mais qui était rebelle dans une partie du pays. Et je me rappelle que le président, je ne vais pas citer le pays ici, mais le président de ce pays a dit à la justice, oui c'est vrai, oui nous avons les preuves que ce monsieur a trempé dans des crimes graves, mais comme le pays est fragile, attendez un peu qu'on stabilise notre pays. La justice a dit non, il a été mis en prison. Et depuis qu'il est parti en prison, il y a eu des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Oui, la justice est bonne, oui, les textes de loi sont bons. Et moi, je suis pour l'application des textes. Mais quand, à un moment donné de la vie de notre nation, l'application des textes risque de faire chanceler notre pays, il y a lieu de réfléchir un peu sur les mesures que nous avons prises pour adapter ces textes à notre vie. Oui, c'est vrai, vous pouvez avoir raison parce qu'il y a des situations aujourd'hui qui
qui condamne certaines personnes. Mais la Côte d'Ivoire est plus forte que tout. La Côte d'Ivoire, le pays, c'est plus fort que tout ce qu'il y a comme considération. Et pour que nous vivions encore dans cette Côte d'Ivoire en paix, il faut que nous fassions tous les ajustements nécessaires pour ne pas ébranler notre pays et pour qu'il y ait une participation large aux élections présidentielles de 2025. Donc vous êtes en train de me dire concrètement ici, M. Vincent Toby-Irié, que quand on est homme politique, on est au-dessus de tout. On doit passer tout à perte et profit. Parce que les hommes politiques peuvent faire chanceler la vie de la nation en Côte d'Ivoire. Donc pour ça, on doit faire passer tout en perte et profit. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Vous parlez de l'article 48, parlez également... Non, je ne parle pas de l'article, parce que oui, là, non, tout à l'heure, vous avez... L'allégorie que vous avez fait avec le pays africain, dont je ne sais dans quelle région de l'Afrique où c'est, mais quand on regarde, ça pouvait créer des dissensions. Mais la situation que vous êtes en train d'expliquer ici, M. Vincent Toby, en 2020, avec la fameuse CNT, on a vu la même chose. Est-ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau... Qu'est-ce qu'on a vu avec CNT en 2020? Mais la CNT, on a vu des gens couper des billes de bois. Oui. Le CNT, merci. Oui. On a vu avec le CNT des gens couper des billes de bois, brûler des brouches, s'attaquer aux édifices et autres. Mais la vie de la nation est chancelaire. Oui. Mais malgré tout, nous avons avancé. Est-ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau devant les Ivoiriens que parce que des hommes politiques menaceraient de tout mélanger, donc finalement, on doit les laisser passer pour devenir candidats et tous? Non, ce n'est pas cela. Donc expliquez-vous le fond de votre pensée. Ce n'est pas l'homme politique qui est au-dessus du pays. Personne n'est au-dessus du pays. Aucun individu, qui qu'il soit. Même le président de la République n'est pas au-dessus du pays. Le pays est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, le pays est menacé de stabilité. L'unité et l'union du pays sont menacées. Et je dis donc, quand c'est comme ça, on essaie de revoir les disputes. Et puis, M. Daouda, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée pour dire, écoutez, il y a problème, revoyons. Ce n'est pas la première fois. On l'a fait pendant toutes nos discussions à Makossy, à Accra, à Pretoria et tous ces pays. On s'est arrêté un moment. Parce qu'il y a des moments où des personnes étaient touchées par des textes et on a senti que le pays allait chanceler, allait s'ébranler comme on le voit aujourd'hui. On a dit non, pour l'union de la Côte d'Ivoire, on fait une ouverture pour une large participation. Pourquoi aujourd'hui, en 2025, cela n'est pas possible? Pourquoi, quand ça touche des autres personnes particulièrement, ce n'est pas possible? On l'a déjà fait en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Monsieur Vincent, on a déjà accommodé des situations. Il termine. Mais je pense que pour vous, vous avez fait un petit passage à la CEI, même si ça n'a pas été trop long. Aujourd'hui, vous avez participé au niveau, à l'international, dans toutes les questions électorales. Voilà. Moi, ce que je vais dire concrètement, en 2010, l'élection la plus inclusive, c'était en 2010. Tout le monde a participé, on a eu 3000 morts. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ici que parce que tout le monde a participé, ça va nous éviter des crises? Quand on sait qu'en 2010, tout le monde a participé. Même Adama Daïko a participé. Tous ceux qui voulaient. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir 3000 morts selon les chiffres des Nations Unies. Et pourquoi il y a eu 3000 morts? Il y a eu 3000 morts parce que le pays sortait de guerre. Il y avait des factions guerrières qui étaient encore dans le pays. On avait des armées dans le pays qui appartenaient à des camps différents, qui obéissaient à des instructions différentes. On avait une force de maintien de la paix qui était là. On avait des forces étrangères qui étaient là. Donc, il y avait déjà une situation de belligérance ouverte qui avait duré pratiquement 8 ans quand on partait en guerre. Il ne s'agit pas de la même chose. Et c'est justement pour cette raison que le pays a décidé de faire une large ouverture pour que tout le monde participe. Les résultats qui sont arrivés après avec tout ce qu'il y a eu comme drame, n'étaient que le résultat de la configuration de notre pays à ce moment précis. Et ici, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas d'armée, on a une seule armée, grâce à Dieu. On a un seul pays. On n'a pas de territoire divisé. Et si nous devons organiser des élections, encore une fois, dans un contexte de violence ou de rejet, on risque d'avoir une situation qui ne sera pas une situation d'armée, c'est une situation sociale. Monsieur Daouda, vous avez parlé tout à l'heure du boycott qui a eu lieu dans certaines localités. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, on a fait toutes les villes de Côte d'Ivoire où il y a eu violence en 2020. C'était terrible. 87 morts pour un pays qui a déjà connu 3000 morts. Il y a eu des arbres coupés, il y a eu des maisons dévastées, des personnes brûlées. On ne veut pas revoir ça. Et la large participation est l'inclusion politique qui est la base minimum pour l'unité d'un pays. Nous demandons l'inclusion. Même si nous sommes candidats, il faut que tout le monde soit candidat. Ça sera vraiment dernière relance avant Élysée. Vous voulez être candidat. Idéologiquement, où est-ce que vous vous placez? Vous vous direz de gauche, de droite? Vous êtes marxiste, communiste, léniniste? Où est-ce que vous êtes? Et quoi encore? Social-démocratie? Pourquoi pas? Donc dites-nous, où est-ce que M. Vincent Toby se place? Non, j'ai une conception de l'État fort.
un État qui exerce des fonctions régaliennes, qui assure la santé, qui assure l'éducation, qui assure la sécurité, qui assure l'emploi de tous les citoyens. Et je suis pour un État fort qui est capable d'apporter des réponses sociales aux préoccupations de ces populations. Très bien. Élysée. Ok. Monsieur Vincent Tobi, je vais revenir un peu en arrière. Moi, je veux qu'on soit concret, que vous soyez vraiment concret avec les Ivoiriens. C'est vrai, vous dites qu'il faut que ce soit inclusif. Votre conclusion, c'est quoi? Aujourd'hui, il faut qu'en dépit des actes de justice, en dépit des décisions de justice, on en fasse fi de ça et qu'on décide donc que tous ceux qui, logiquement, ne devraient pas être sur la liste électorale, soient sur la liste électorale et qu'on aille à une élection avec tout le monde. C'est ce que vous nous dites, non? C'est comme ça qu'on doit comprendre. Monsieur Élysée, il y a eu dans l'histoire de l'Afrique, depuis 1990, environ 37 boycotts des élections et disputes électorales. 37, dans pratiquement 37 pays d'Afrique. Il y a eu des boycotts avec de grands nombres de morts dans des pays tels que le Kenya, un peu avant nous, et d'autres pays. Et ces pays où il y a eu des disputes électorales, où il y a eu des conflits électoraux, sont des pays qui ont été très en retard sur le plan du développement. Et donc, nous voulons aujourd'hui éviter cela à Côte d'Ivoire. C'est déjà arrivé ailleurs. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. En 1995, le RDA de l'époque de M. Alassane Ouattara était en alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo dans le Front républicain. Et il y a eu le boycott actif. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des gens qui ont fait des années de prison. En 2000, quand la candidature du président Alassane Ouattara a été rejetée, il y a eu encore des violences, il y a eu des morts, il y a eu des charniers. On est allé ensuite en 2010, ou même après, comme Daouda le mentionnait tout à l'heure, il y a eu 3000 morts. Arrêtons un peu ce cycle de violence. Et on est totalement d'accord avec vous. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est l'inclusion. Ce sont des situations de loi qui touchent aujourd'hui des individus dont les partis politiques sont forts, ont une représentation territoriale, sociologique, politique importante dont on ne peut pas faire fi. Et comme il y a une situation de tension, nous demandons simplement que la raison politique soit plus forte que des considérations légales temporaires. Alors, on va aller rapidement, Élysée, parce que tout le monde doit pouvoir parler avant d'aller au journal. Okay, dernière relance. Oui, ma dernière relance. Monsieur Vincent Tobi, selon vous, pensez-vous que ça a sa raison d'être? Ça, on appelle ça le code électoral. Est-ce qu'il a sa raison d'être? Parce qu'en vous entendre, c'est-à-dire aujourd'hui, on fait une concession parce qu'on sent une menace, tout le monde passe. En 2030, moi, Élysée, je me prépare, j'ai un parti politique, j'ai des hommes et autres, tout ça. Je ne remplis pas les conditions édictées par le code électoral, mais je dis pour une question de paix et d'inclusivité, il faut que tout le monde soit candidat. C'est ça le message en fait que vous nous donnez. Donc les lois, elles servent à quoi? Il va réagir, Élysée? D'autant plus que lui-même, il a été aussi protecteur de cette loi. Permettez qu'il réagisse, s'il vous plaît. Ce document s'appelle la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Si. C'est un document. Si. C'est un texte qui est plus fort que ce que vous avez, le code électoral. Bien sûr. Ce document-là, il avait catégorisé les Ivoiriens. Il y avait des Ivoiriens à moitié, au quart, au 100%. C'était un document, c'était une constitution. Et certaines personnes ont pris des armes sous le prétexte qu'il y avait un document qui catégorisait les Ivoiriens. C'est la même chose que vous allez faire avec ce document que vous avez. Et lui, il est moins fort en termes de normes juridiques que ce document-là. Si, je suis totalement d'avis. Et je dis, allons sur les bases pour éviter ce que nous avons eu avec ce document qui est plus fort que celui-là. Voilà. Revenons à une inclusion dans nos populations, une inclusion dans la participation politique. Très bien. Herman? Ma question. Dans le débat ivoirien concernant la présidentielle 2025, beaucoup conseillent aux partis politiques de l'opposition d'opter pour des plans B, vu que leurs figures, leurs leaders ne sont pas sur la liste électorale finalement. Comment vous comprenez cette approche-là, surtout que les gens font une comparaison avec le cas sénégalais, avec Sonko et Diomaye Faye? Oui, monsieur Herman, vous-même, vous êtes un homme politique, je pense, et je pense que vous soulevez... Non, ici, sur ce plateau, c'est... Il n'est pas un homme politique, d'accord. Pas du tout. Je l'ai vu quelque part dans la presse. Non, ça ne me gêne pas. D'accord, c'est très bien. Ici, les journalistes... Non, et je le dis positivement, vous faites très bien. Vous faites très bien parce que, je le disais tantôt, quand tous ces partis politiques dont les leaders, pour l'instant, sont dans une situation embarrassante, n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas aux élections. Il serait regrettable qu'on ait une élection en Côte d'Ivoire où des partis décident de ne pas aller. Ça, il faut le dire. Parce que ceux qui pèdent, il y a une étude très intéressante, pour ceux qui peuvent vérifier, Threaten but participate. C'est une étude anglaise qui dit menacer, mais participer. Et c'est une étude qui a mis en lumière
l'ensemble des dizaines de boycotts dans des pays où c'est l'opposition qui a perdu. Le pouvoir a certes été fragilisé, mais l'opposition a perdu. Et il y en a où l'opposition a carrément disparu. Donc c'est important, pendant que je défends la participation de tout le monde, que les gens commencent aujourd'hui à réfléchir. Parce que, disons-le tout net, hein, À réfléchir à quoi à réfléchir à quoi à supposer que nous tous, que l'opposition refuse de participer aux élections de 2025, le RHGP sera encore au pouvoir pour un minimum de 10 ans. Que le président Alassane Ouattara parte ou qu'il ne parte pas, à partir de 2025, il y aura un ancrage très fort au niveau du RHGP pour partir au moins pendant 10 ans. Le PDCI, le PPACI, le FPI verront leurs chances vraiment assez aménuisées dans les processus électoraux. Donc vous avez raison, il y a des situations de fait, mais quand on va au combat, il faut avoir toutes les ressources, il faut être plus malin que l'adversaire pour pouvoir contourner. Finalement, vous suggérez... Parce que si Sonko, par exemple, c'est le cas sénégalais que vous avez pris, hein, si Sonko avait dit « moi je ne suis pas dessus, c'est pas la peine », qu'est-ce qui se serait passé? Il serait encore sur Macky Sall. Il ne serait pas Premier ministre en tout cas. Voilà. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit. Mais nous sommes solidaires de la position de l'opposition de façon générale pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Très bien, Marius. C'est quand même intéressant, hein, tout ce que vous avancez. Cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir dans ce pays. N'empêche que la réalité est tout autre. Quand vous regardez la situation nationale aujourd'hui, et avec toute la crispation autour de l'élection de 2025, quelle suggestion pouvez-vous faire au pouvoir public en vue d'une élection 2025 apaisée et qui garantit assurément l'unité, la paix sociale et l'unité nationale? Monsieur Koumoé, nous constituons cet espoir-là. C'est pour cette raison que les Ivoiriens doivent avoir la force aujourd'hui d'apprendre à regarder au-delà des partis traditionnels. Nous sommes de la sève de ce pays et nous sommes un ensemble de personnes qui nous mettons ensemble pour faire avancer le pays. Parce que nous pensons que si le FPI est au pouvoir demain, si le PPACI, si le PDCI, si le RHGP arrive au pouvoir, ils vont répéter ce que les autres font. Parce qu'il y a des comptes à régler, il y a des frustrations qui sont là, qui se sont accumulées. Il est temps aujourd'hui que la Côte d'Ivoire mette tous ces partis de côté pour nous faire venir, pour qu'ensemble nous scellions la réconciliation. Et nous allons proposer des réformes démocratiques parce que quand on parle d'élections, vous voyez qu'actuellement la liste électorale et la commission électorale, mais il y a les libertés. La Côte d'Ivoire est de plus en plus dernière sur la question des libertés ici en Afrique. Et vous-même, je ne sais pas si on ne vous l'a pas dit souvent sur vos plateaux parce que vous prenez souvent des libertés de ton et il n'est pas bon que la Côte d'Ivoire n'ait pas des libertés. Donc les réformes qui vont arriver seront sur les questions de liberté, sur les questions d'institutions qui doivent être crédibles, notamment la commission électorale, sur les questions un peu plus en amont, les questions de justice, pour que l'Ivoirien ait confiance à la justice. Comme ça, quand il paie les élections, quand il paie une affaire, quand il paie une situation, il peut aller à la justice sereinement et savoir que le droit sera dit s'il a tous les arguments. Donc nous allons proposer un ensemble d'éléments, des réformes institutionnelles qui vont passer par là. La stabilité. Et la stabilité, c'est la justice. La justice, c'est la démocratie. Il faut stabiliser ça d'abord. Et ce sont des réformes que nous, en tant que président, nous allons mettre en œuvre dès que le peuple nous accordera sa confiance. Très bien. Daouda, je pense qu'on termine avec vous. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. Monsieur Vincent Toby Irié, selon certains observateurs, parce que vous êtes, avec la réponse que vous avez venue de donner, vous n'êtes ni à gauche ni à droite, vous n'avez pas cette conception-là, mais l'opposition pense que vous êtes vous avez une position un peu alambiquée. Parce que souvent, vous soufflez le chaud et le froid en même temps. Monsieur Daouda, vous voyez, c'est ça qu'on a... C'est pas moi, non, mais les observateurs. C'est vous qui avez dit... Je ne fais que transmettre. Mais donc, comme c'est vous qui transmettez, je vous parle, vous êtes le messager. D'accord. Ne tuez pas le messager au passage. Non. Bon, en fait, si le messager porte des messages, c'est pas toujours exact. Monsieur Daouda, ouais, c'est ce qu'on a appris en Côte d'Ivoire. Allez sur les réseaux sociaux. Vous-même, Daouda, il y a quelques jours, je vous ai vu écrit sur les réseaux que vous n'êtes plus sur Facebook. Je voulais partir. Mais vous voyez, c'est ce qui se passe. On a appris aux Ivoiriens à être pour ou contre. C'est ça. Tu es PDCI, tu es FPI, tu es PRAPI, si tu es RHGP, c'est que tu es contre le PDCI. Quand tu es au PDCI, tu es contre le PPACI. Et c'est comme ça qu'on vit. Donc, si aujourd'hui, j'estime que le PPACI, nous on est sortis pour demander, un moment quand les gens ne voulaient pas que Laurent Gbagbo vienne ici, le président, on a dit non, c'est pas possible. Si aujourd'hui, je dis que j'ai des positions qui sont pour le président Laurent Gbagbo, je suis PPACI. Si demain, je dis, le président Alassane Ouattara a bien travaillé, on a pris à catégoriser. Donc, ça a tué l'honnêteté intellectuelle. C'est ça. Il y a quand même l'intellect qui fonctionne, qui dit, ça, c'est pas bon. Je dis qu'il y a une raison ici. Mais on a appris à catégoriser les réactions des Ivoiriens et à les classer. Et comme les Ivoiriens, souvent, ont peur d'être classés, ils se conforment. Si. Ils se conforment à la croyance populaire. Je dis
que nous, on n'est pas à gauche, on n'est pas à droite. Est-ce qu'on est obligé d'être à gauche, à droite? Je dis des choses qui me semblent être du bon sens. Et puis, M. Daouda, vous posez la question peut-être pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. Mais vous savez que ce que je dis, je le dis d'expérience. Les Ivoiriens ont fait 3000 morts, ils ont eu 87 morts. Ça ne leur semble pas beaucoup. Moi, mon expérience de vie m'a fait voir des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et donc, ce avec quoi vous jouez, avec les exclusions, avec le partisanisme prononcé, ça a tué des peuples ailleurs, ça les a retardés. Et c'est loin de cette expérience que je dis, ne jouons pas avec le feu. Je ne suis ni à gauche ni à droite, je suis pour la vérité et je suis pour cette nouvelle Côte d'Ivoire de gens qui regardent l'intérêt de la Côte d'Ivoire plutôt que l'intérêt des partis politiques, des clans, de cette petite caste de politiciens professionnels qui veulent s'arroger le pouvoir indéfiniment. Dernière question. S'il vous plaît, oh là là, j'avais la parole. s'il vous plaît, monsieur, rapidement. La dernière question, M. Vincent Toby. Vous n'avez pas de parti, de soutien fort. Bientôt, on commence le parrainage. Qu'est-ce que vous en pensez? Demandez d'abord si le parrainage est juste. Le parrainage est une injustice, je l'ai dit. Vous êtes un parti politique, vous êtes le RHGP. Vous accédez au pouvoir depuis 15 ans. Vous prenez une décision pour restreindre l'accès au pouvoir. Vous mettez des dispositions qui n'étaient pas là quand vous accédez au pouvoir. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas mettre des dispositions qui n'étaient pas là quand vous accédez au pouvoir. Ce que vous pouvez faire, c'est même peut-être d'alléger les conditions d'accès au pouvoir. Mais vous mettez un dispositif qui n'existe pas. Les élections de 2010 qui étaient ouvertes, il n'y avait pas de parrainage. Monsieur Laurent Gbagbo a été candidat contre Félix Houphouët-Boigny, le grand Félix Houphouët-Boigny. L'enseignant de Laurent Gbagbo était candidat sans parrainage. Et on met aujourd'hui un dispositif juste pour gêner les gens. Le parrainage n'est pas un problème de parti politique. De gros partis pourraient ne pas avoir le parrainage. Et vous le dites, c'est une logistique compliquée. Et puis c'est, je vais le souligner à nouveau, c'est dangereux. Mais c'est Daouda Coulibaly, vous et moi on se connaît depuis longtemps. Si vous me parrainez, que Élysée, qui n'est pas avec moi, qui est à la commission électorale ou qui est dans des instances, voit votre nom sur le parrainage avec votre, il peut vous appeler pour dire que vous avez parrainé, il peut vous menacer. Donc c'est pour toutes ces questions-là que nous Monsieur Vincent Toby, soyez on n'aura pas de relance, on n'aura pas de relance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, mais ça, c'est une bonne Monsieur Toby Vincent vient de fermer la bouche de Monsieur Élisée Bolubi. Vous venez d'écouter cette intervention ici. Parce qu'ils aiment bien marcher avec le code. Avec le code. Il vient dire voici la loi du pays. La loi a fait ça et Monsieur Toby Vincent, lui, marche avec la Constitution. Cette Constitution-là, qui est, malgré elle, malgré toutes les décisions qui avaient été prises par elle, les gens ont quand même porté des armes. Cette Constitution-là, avec laquelle on fait un troisième mandat en la violant fortement. Monsieur Élysée, qui est sur le plateau, est conscient du fait que Monsieur Ouattara ne pouvait pas faire un troisième mandat, car la Constitution ivoirienne ne permettait pas un troisième mandat. Cette élection était anticonstitutionnelle, mais elle a été violée. Parce qu'ils aiment sur le plateau, on doit respecter les décisions de justice. Mais si celui-même qui est le garant de la justice, le garant de notre Constitution, le garant de notre paix, de notre quiétude, est celui-là même qui viole la Constitution, viole les lois, bafoue les décisions de justice, on fait quoi? On dit quoi? Quand une cour où nous-mêmes on a été ratifier les lois, on a accepté que cette cour-là peut prévaloir sur notre Constitution, mais quand les décisions, sur nos lois, quand les décisions viennent de là-bas, il faut les respecter. Mais si vous ne respectez pas les décisions de justice, alors l'opposition qui va manifester son mécontentement n'est pas dans l'illégalité. Cette opposition est simplement en train de vous dire de respecter la décision de justice. En réalité, c'est ça. Quand on utilise par des artifices la justice pour condamner ou alors exclure des gens pendant les élections, ce sont des décisions de justice, ça. Ou alors, ce sont des gens qui viennent protester contre la manipulation de justice qui sont en train de demander la vraie justice. Faites attention. Les journalistes qui sont sur des plateaux de télé et qui participent à abrutir le peuple, qui participent à enfariner le peuple, qui participent à la destruction des masses, eux aussi, ils doivent avoir une sentence quand le pouvoir va changer. Il faut qu'on permette à ceux qui vont à l'école pour devenir des journalistes de faire bien leur métier. Il ne faut plus qu'on les utilise à la sorte de l'impérialisme, du colonialisme et de la soi-disant paix recherchée. Nous voulons tous la paix. Mais c'est par ce besoin de paix qu'ils s'est emporté les armes. C'est parce qu'ils cherchaient la paix
qu'ils ont porté les armes, ont détruit des villages, détruit des vies, détruit des maisons, abruti des villages. Et après eux encore, ils ont tué leurs propres compagnons de lutte, envoyé d'autres en exil à l'instar du ministre Soro Guillaume. Ce n'était pas toujours au nom de la justice, ça. Et vous êtes sur des plateaux, vous devenez complice de ça. Et vous voulez qu'on accepte? On ne peut pas accepter. Le combat, il sera mené. Et quand j'ai fini de le dire, j'ai envie de dire à tous ceux qui me parlent souvent, écoutez, moi, je suis un partisan du président Laurent Gbagbo aujourd'hui, hier et demain. Ça ne changera jamais. En tout cas, tant que le monsieur restera dans la ligne qu'il a toujours eu à avoir, en tout cas depuis l'an 2000, parce que moi c'est depuis l'an 2000 que je suis le monsieur, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant, ce n'est que l'histoire que je peux lire et qui peut m'apprendre ça, mais depuis 2000 que je suis le monsieur, tant qu'il restera sur cette ligne-là, moi je serai toujours de son côté. Peu importe ce que vous pensez de lui, peu importe ce que vous dites de lui, je suis imperturbable comme le président Laurent Gbagbo. Je pense que c'est l'homme de la solution en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est le panafricain par excellence qui est là. C'est simplement que nous sommes en Côte d'Ivoire. Si tous les Ivoiriens pouvaient avoir le courage de s'exprimer, vous verrez. Vous verrez. Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas la lutte que nous sommes en train de mener. Mais le président Laurent Gbagbo l'a compris. Et aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, si ce monsieur arrive au pouvoir, où il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui peuvent l'aider dans la communication, où il y a les pays comme l'AES qui ont pris des décisions fortes, je vous assure que la Côte d'Ivoire deviendra de manière réelle les États-Unis d'Afrique, tout simplement parce qu'il y aura d'abord une véritable liberté, une véritable démocratie, un véritable développement et une véritable vie moins chère pour le peuple. Le peuple aura une vie moins chère, parce qu'il faut savoir ça, que quand on parle de financement, il faut aussi que le peuple puisse vivre, que le peuple puisse respirer, que le peuple puisse se sentir considéré. Une situation sera créée pour que l'argent circule de poche en poche. Oui, pour que le peuple puisse vivre, pour que les faibles puissent sentir qu'ils ne sont pas seuls, pour que les forts ne puissent plus toujours dominer sur les faibles. Ce monsieur, c'est lui le président Laurent Gbagbo, l'homme qui est proche du peuple et qui a un cœur sur la main. C'est d'un homme comme ça qu'on a besoin de la tête de la Côte d'Ivoire. Et il a dit, il ne vient pas pour faire 2 mandats, 3 mandats. Il en a déjà fait 1. Il veut un mandat au nom de la Constitution. Et après, il va fixer les clous, permettant donc à la Côte d'Ivoire de ne plus jamais avoir des problèmes avec la loi. Permettant donc à ce que plus personne ne viole la Constitution. Et après ceci, les élections seront organisées et le meilleur gagnera. Mais nous sommes avec le Woody. Et le Woody sera demain, n'est-ce pas, à Port-Bouët. Sortez massivement. Allez écouter la parole de l'homme, car de sa bouche sortiront certainement des paroles très sages pour la lutte future. Ne soyez pas dérangés, soyez sereins. Avec le président Laurent Gbagbo, on va doucement parce qu'on est pressé et on sait clairement où on va.